On va rappeler le grand thème de ce numéro après sa création le 2 décembre 2021 et l'installation de ses membres. À quand les premières poursuites et audiences de la CRIEF? Cette cour sera-t-elle suffisamment indépendante dans la chasse à la corruption en Guinée? Mirador pose le débat. Cette période d'exception pose également la problématique des investissements miniers étrangers qui ont nécessairement besoin d'un cadre stable et sécurisé. Alors, comment contenir, voire enrayer la spirale des mouvements sociaux dans les zones minières? L'action du CNRD rassure-t-elle les acteurs miniers? Des questions et d'autres que Mirador pose au président de la Chambre des mines de Guinée, M. Ismaël Diakité. Il sera notre invité. Vous l'entendrez donc dans Parole Directe. Et nous allons donc continuer également sur l'autre sujet de cette émission. Vous le savez, le procureur général de la République a fait une sortie hier. Plus de 15 dossiers inscrits donc qui sont reprochés de détournement de deniers publics, et nous parlerons donc du cas Joma, vous le savez. On passe à la suite de Mirador. Vous écoutez Mirador sur 95.3 et sur nos différentes plateformes digitales. De l'orage en attendant le déluge, la CRIEF est installée. La tâche s'annonce longue et exigera de chacun de nous de la persévérance, une loyauté sans faille à notre sacerdoce de magistrat. C'est en ces termes très forts à l'occasion de leur installation que le président de la Cour de répression des infractions économiques et financières a interpellé hier vendredi les 19 membres de cette institution anticorruption créée par le président de la transition, Manuel Koulemou. Ça remet surtout, citation, à leur volonté ferme à résister à toutes les tentatives malsaines de la compromission et qui ne manqueront sûrement pas, a-t-il martelé. Alors, après sa création le 2 décembre 2021 et l'installation de ses membres, à quand les premières poursuites et audiences de la CRIEF? Cette cour sera-t-elle suffisamment indépendante dans la chasse à la corruption en Guinée? Mirador pose le débat. On va écouter Talibé Bari. La CRIEF, la Cour de répression. La Cour de répression, oui. Qui est un peu l'invité surprise, en tout cas dans l'armature institutionnelle du pays, qui a vu le jour, comme on l'a rappelé à travers un décret, le 2 décembre dernier. Et vous vous rappelez qu'un décret est venu comme adjuvant pour rattacher aux prérogatives de cette cour de répression, des prérogatives anciennement qui relevaient de la fameuse haute cour de justice qui existe dans la constitution guinéenne depuis les années 90, mais qui n'a jamais été mise en place. Et donc, qui faisait que cette cour, finalement, ne pouvait pas buter à des questions d'immunité, de fonction ou de privilèges liés donc au statut des différentes personnalités, en tout cas de ceux qui pourraient être concernés par les actions de cette cour. Donc finalement, c'est une institution qui possède des pouvoirs énormes et donc qui peuvent s'en prendre à n'importe qui lorsque votre gestion de la chose publique est à reprocher, et même justement des privés si ils sont impliqués dans la prévarication des ressources financières de l'État. Et finalement, cette CRIEF a été installée hier, ces 19 magistrats qui ont été nommés, si vous vous rappelez, je crois le 30 décembre, parce que le 31 décembre, on en a parlé ici, et à l'époque, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats autour de la compétence de cette cour, mais aussi du bagou, de l'audace, de la niaque, j'allais dire, de ces magistrats, des interrogations. Alors, ces magistrats ont été installés au nombre de 19 et des discours ont marqué justement les esprits, celui donc du président. De cette cour, Noël Koulemou, dont vous avez rappelé les propos les plus incisifs, puisque il a dit, entre autres, et c'est une sorte de mise en garde et en direction de l'ensemble des membres de la Cour, puisqu'il dit, par moment, le prix à payer sera élevé.
Mais nous ne devrions jamais oublier le privilège que constitue aujourd'hui la possibilité pour chacun de nous d'écrire une nouvelle page de l'histoire judiciaire de la Guinée. Et ajoutant donc que la tâche s'annonce longue et exigera de chacun des membres, des 19 membres donc, de cette CRIEF, persévérance, une loyauté sans faille au sacerdoce de magistrat, mais une volonté ferme à résister, M. Jakaria, à résister à toutes les tentatives malsaines de compromission qui ne manqueront sûrement pas. Donc c'était une sorte d'avertissement en direction des 19 membres parce que justement cette CRIEF elle porte tant d'espoir de la part des Guinéens dont on sait qu'elle aura à traiter du mal qui tue le plus ce pays, c'est-à-dire la corruption. Et donc ces propos avaient une telle résonance dans l'opinion qu'aujourd'hui, chacun des 19 membres de la Cour, on peut dire, chacun est averti et face à l'énorme tâche qui les attend. Le procureur, lui, le procureur général de cette CRIEF... Deuxième discours. Deuxième discours. Donc, Ali Touré, qui est le procureur donc, spécial de la CRIEF, c'est bon de rappeler un pan de son discours, puisqu'il a tenu à ce que les uns et les autres sachent quelles sont les compétences et quels sont les dossiers sur lesquels la nature des infractions sur lesquelles cette cour pourrait travailler. Il a dit, je rappelle, la soustraction et les détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est supérieure ou égale à 1 milliard. Vous savez que le décret l'avait précisé. Oui. Et ça avait fait débat. Certains s'étaient demandé, mais ça veut dire qu'on est libre de détourner moins d'1 milliard. Moins d'1 milliard. On a rappelé à l'époque que non, les affaires n'atteignant pas 1 milliard sont traitées ailleurs. Du ressort des tribunaux de droit commun, donc les tribunaux de première instance, les justices de paix, pourquoi pas. Alors, il a rappelé donc 1 milliard. Il rappelle aussi que la corruption, les faits concernés et dont traitera cette CRIEF, c'est la corruption des agents publics nationaux, étrangers et internationaux, l'exécution et le contrôle des marchés publics, la corruption dans le secteur privé, le détournement des prêts souscrits ou garantis par l'État, les infractions relatives à la direction, l'administration et le contrôle des établissements publics, administratifs et des entreprises publiques et semi-publiques, les délits des fonctionnaires qui ont transgressé leur incompatibilité, les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur de ces infractions, rappelle-t-il encore, ou des choses faisant l'objet de ces infractions lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 1 milliard. Donc il a tenu donc à rappeler ces faits comme pour dire que cette CRIEF aura du pain sur la planche puisque, pour en terminer, il a tenu à interpeller la conscience comme l'a fait le président de la CRIEF, la conscience des 19 magistrats, on va dire de nos 19 monsieur anti-corruption. Il a tenu à leur rappeler ceci. Si ce devoir, donc le devoir de contribuer à la lutte contre la corruption, si ce devoir incombe donc naturellement à tout gestionnaire, il convient de préciser que cette cour ne sera nullement une tribune de règlement de compte politique. Cette cour sera toutefois, et dit-il, c'est sa première vocation, impartial et puissant moyen de moralisation de la gestion des finances publiques. Parce qu'il rappelle que ces derniers temps, beaucoup d'affaires ont été citées comme étant justement des affaires dont la conséquence catastrophique, dit-il, est le fléau de la corruption. Dont la conséquence catastrophique du fléau de la corruption reste, dit-il, le niveau de vie très bas de la population. Oui, deux discours d'une résonance forte, d'une résonance suffisamment... Même s'il faut dire qu'il y avait aussi celui du Premier ministre qui était présent. Oui. Mais on sait que le discours du Premier ministre, c'est un peu dans l'ordre du protocolaire. Il fallait entendre ces magistrats. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut les prendre au mot.
ces magistrats, et vous vous rappelez tout un peu toute la médisance qu'il y a eu, même dans la nomination, parce que certains ont laissé entendre qu'il y a eu l'une des sources du problème qui a été à l'origine du départ de la ministre de la Justice, c'est qu'il y aurait eu un peu de charivari par rapport aux propositions que la ministre avait faites par rapport donc à l'ameublement de la CRIEF. Donc ces magistrats, ils sont au devant de la scène parce que pour moi, cette transition, le mieux qu'elle pourrait apporter à la Guinée, c'est justement de rendre la gestion publique plus vertueuse qu'elle a été pendant les 30 ou 40 dernières années. Donc la Guinée a les yeux rivés sur ces magistrats en espérant qu'ils feront œuvre utile, et c'est extrêmement important. Mamadou Diallo, que vous inspire ces deux discours et puis l'avertissement dont parlait Talibé Bari attribué au président de la Cour, donc des propos à lire ou dans le discours du président de la CRIEF à l'occasion donc de l'installation de cette Cour. Comment vous trouvez ces propositions? Est-ce que ces propos annoncent un déluge pour ces dossiers qui sont annoncés? Je rappelle qu'il y en a plus d'une trentaine, une quinzaine de dossiers de détournement de deniers publics et puis au moins 15 dossiers également d'audit instruits par le procureur général. Un déluge, une bourrasque, je dirais même que c'est la machine de répression contre toutes les antivaleurs qui ont miné et gangréné notre société depuis très longtemps. Vous vous rappellerez que j'ai souvent dit dans cette émission que la Guinée était malade de certains de ses fils, eux-mêmes malades de certaines pathologies. Et entre autres, j'ai cité justement la corruption, les détournements des biens publics, l'enrichissement illicite. Et bien, cette cour a été mise en place justement pour réprimer ces pratiques-là, ces antivaleurs. Maintenant, quand vous écoutez ces hommes-là, ne serait-ce que ces deux discours, cela est symptomatique de leur engagement, évidemment, à travailler, à donner ce qu'on attend d'eux. Vous me faites signe qu'il est l'heure. Merci à vous. Mamadou Diallo, on va revenir sur ce sujet. C'est l'heure de la publicité. Derrière les infos. Ensuite, Mirador revient. Sa création le 2 décembre 2021 et l'installation de ses membres à quand les premières poursuites et audiences de la CRIEF. Cette cour sera-t-elle suffisamment indépendante dans la chasse à la corruption en Guinée? Mirador pose le débat. Du haut du Mirador, on observe, on surveille, tous les guetteurs sont de retour à Koumba Diallo, Emmanuel Milimono, Moka, Mohamed Kabatalibé Bari, Ibrahima Souri, Lincoln Souma, et puis Mamadou Ouri, Diallo qui intervenait juste avant la pause. On revient sur cette cérémonie d'installation de la CRIEF. On fait un arrêt sur les différents discours prononcés par le président de la Cour, mais aussi le procureur Mamadou Ouri Diallo. Plusieurs annonces et même des avertissements. Absolument, Zakaria. Donc, sans pour autant reprendre les passages que Talibé a mentionnés tout à l'heure de ces deux discours, je disais que effectivement, ces deux discours mettaient en avant l'engagement de ces magistrats justement à faire le travail qui est attendu d'eux. Parce que de cette CRIEF, il est attendu beaucoup de choses, il y a beaucoup d'espoir pour que nous renversions la table et changions la donne. Que ces mannes qui devaient aller dans le cadre du développement du pays, dans le cadre du financement justement de la résilience face à la pauvreté, aux questions de santé et tout, que certains se les mettent dans les poches et qu'aujourd'hui nous soyons l'un des pays les plus corrompus et en tête de liste des pays les plus pauvres, alors que potentiellement nous sommes si riches, cela ne peut pas être compris et ne peut pas continuer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux et à leur nomination, Talibé quelque part l'a mentionné tout à l'heure, il y avait une sorte de doute, même de préjugés sur leur manque de, si vous voulez, d'expérience pratique. Et cela donc constitue en même temps un défi pour eux, justement, parce que le défi, ce sera de décrire l'histoire. Et devant eux, il y a également un grand danger dont ils doivent se prémunir. Au-delà du défi de décrire l'histoire, c'est justement eux-mêmes d'être, si vous voulez, au-dessus ou de résister à la tentation ou à la corruption.
Parce que ce qui est drôle dans l'histoire, et nous allons certainement en parler tout à l'heure, quand le procureur général évoquait les différents dossiers hier à la télé, j'ai entendu le dossier concernant l'Agence nationale de lutte contre la corruption, dont le secrétaire exécutif et son comptable sont épinglés pour détournement. Mais c'est quand même drôle parce que c'est cette entité-là qui doit lutter. Pardon? C'est pas étonnant. Qui doit lutter. C'est une structure. C'est une structure. Non, c'est une structure. C'est étonnant. C'est pourquoi je le dis. Non, je sais pourquoi je le dis. Non. C'est une structure qui relevait de la présidence. Bon, bref, ce qui n'est pas normal. Ce qui est sûr, une présidence n'est pas synonyme de corruption. Ça ne suffit pas qu'elle soit épinglée pour quelque chose. Ça veut dire que la structure n'était pas indépendante. Une structure de lutte. Elle était indépendante. Non, elle était indépendante. Non, tu n'as pas compris. Vous ne comprenez pas. Non, elle recevait une subvention. Elle n'avait pas de la présidence. Parole à Ouri Diallo. Je ne suis pas d'accord. Du tout. Vous pouvez être rattaché à la présidence de la République. Cela ne peut pas être normal parce qu'on peut supposer que la présidence peut tout simplement, si vous voulez, vous influencer négativement. Mais ça ne veut pas dire que Alpha Condé vous a dit de détourner. Parce que c'est vous qui êtes censé quand même lutter contre la corruption. Mais que ces gens soient épinglés. Je comprends que pour l'instant, ils doivent se justifier. Je ne dis pas qu'ils sont coupables tout de suite. Mais c'est quand même drôle que ce soit l'entité qui doit lutter contre la corruption qui soit épinglée aujourd'hui. Donc c'est pour cela que j'ai dit que la CRIEF aussi, effectivement, va faire face à ces tentatives. Et je crois que Talib l'a relevé. Le président de la CRIEF met en garde ses amis contre ces tentatives-là, parce que ça va arriver, on va leur proposer, et bien s'ils arrivent à résister à cela, comme Akumba résiste à tellement de choses dans le monde des mines, je pense qu'ils écriront l'histoire, et je pense que le monde la Guinée retiendra de cet honneur-là qu'ils auront fait à la transition et pour la postérité. Mohamed Kaba, que sait-on de la moralité des membres de la CRIEF? Ont-ils été audités, puisque ils auront, comme l'a expliqué Talibé, cette mission qui vise doucement à la moralisation de la gestion de la chose publique. Ouais, mais c'est ce que j'ai noté évidemment, mais d'accord. Est-ce qu'il y a eu une étude de moralité? Mais avec cette CRIEF... Une enquête de moralité. De moralité, pardon. Avec cette CRIEF, il faut s'attendre à rien. Ce sont des magistrats qui n'ont pas la peau neuve. Ce sont des magistrats qui ont servi les tribunaux, les cours d'appel, les justices de paix. Il ne faut pas s'attendre à un miracle de cette CRIEF. Les dossiers seront téléguidés pour les transmettre et vont essayer de dire le droit selon eux. Moi, je vais vous dire, il y a une inspection d'État déjà, une inspection des finances d'État qui est là, qui pourrait vraiment faire ce travail au lieu qu'on mette en place cette CRIEF. Cette CRIEF sera encore budgétivore, comme on s'attend, parce qu'il faut les mettre à l'abri du besoin. Il faut un budget de fonctionnement. Non, pas une juridiction. Mais l'inspection. La CRIEF est une juridiction. Non, mais la CRIEF va prendre toutes les prérogatives aujourd'hui de cette inspection d'État. C'est ce qui viendra malheureusement. Non. Donc cette CRIEF, moi ne m'inspire pas du tout confiance. On va l'écouter. Cette CRIEF ne m'inspire pas du tout confiance. Comme je le disais, ce ne sont pas des magistrats à la peau neuve. Ce sont des magistrats qui sont dans le système. Donc ils vont reproduire les mêmes problmes, les mêmes effets. Connaissez-vous les magistrats à la peau neuve? Il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas connus du grand public, mais qui pourraient vraiment bien être membres de cette CRIEF. Des 19 membres, des vous pensez qu'aucun ne mérite? Je n'ai pas dit qu'ils ne méritent pas, mais ce ne sont pas des magistrats à la peau neuve. Tous? C'est une CRIEF budgétivore. On va essayer de pomper les sous encore pour, disant, prétextant moraliser les affaires publiques de l'État. C'est ça, moi je ne m'attends à rien. Les problèmes sérieux de l'État sont là. Pensons au développement du pays. Cette lutte contre la corruption, c'est vrai, cette lutte contre la corruption, c'est le plein souhait de tous les Guinéens. On va récupérer beaucoup d'argent. Ce n'est pas le rôle d'un gouvernement de transition de lutter contre la corruption. Qu'on attend un gouvernement civil qui va s'occuper de toutes ces affaires et de tous ces dossiers. Je vous dis. Qui est lui-même corrompu. C'est que le président Noël Koulemou est en train de nous divertir. Moi, je crains fort que ça soit une chasse aux sorcières. Des dossiers sont déjà présélectionnés et qui seront sélectionnés. Il faut abattre ces personnes. C'est aussi simple que ça. Donc, j'insiste là-dessus. C'est une CRIEF qui ne m'inspire pas confiance. C'est une CRIEF budgétivore. C'est une CRIEF qui sera là juste pour amuser la galerie. Et c'est une CRIEF qui va juste obéir aux ordres du président de la transition. C'est aussi simple que ça. Vouloir défendre. Moi, je vous dis, je n'ai pas espoir avec cette CRIEF. D'accord. Ça, c'est mon avis. Emmanuel. Non, franchement, je ne suis pas d'accord. Emmanuel, on va vous entendre tout à l'heure. Le procureur Ali Touré de Kankan. C'est bon. Voilà. On vous a écouté. On vous a entendu. Ça m'intègre. Emmanuel.
À part Ali Touré. Vous voulez parler de qui? Oui, c'est bon. Emmanuel. Peut-être moi je voudrais d'abord relever, on va dire, l'aspect que Ouri a souligné tout à l'heure, le fait que l'agence nationale... Vous n'êtes pas d'accord avec Mohamed Kaba? Ah non, mais pas du tout. Oui. Je viendrai à ça tout à l'heure. Le fait que l'agence nationale de lutte contre la corruption se retrouve citée, ne serait-ce que citée, parce que pour l'instant c'est présumé, ne serait-ce que citée dans une affaire de détournement, ça donne un peu l'image, on va dire, pratiquement d'institutions qui n'existaient plus. Parce que dans la lutte contre la corruption, même quand la moralité de la personne qui est en tête de l'institution est mise en cause, il faut l'enlever. Mais lorsque toute une institution, parce que là c'est le directeur général et son comptable, pour l'instant on ne sait pas est-ce que ça va être élargi. Allez au siège de l'ANLC, c'est un petit siège à la Cité des Nations. Si dedans vous prenez le patron et le comptable, je pense qu'il ne va pas vous rester 2 ou 3 bureaux occupés. Là, ce ne sont que des cadres de niveau inférieur. Donc ça veut dire qu'au fond, toute l'institution elle-même, elle a des problèmes. Et c'est quand même, ça fait peur. Ça fait peur d'entendre que l'Agence nationale de lutte contre la corruption va comparaître pour corruption ou pour détournement de fonds. Parce qu'elle reçoit une subvention. Ah non, non, c'est ce que vous savez pas. Non, elle reçoit une subvention de l'État qu'il faut justifier. Kaba, même si elle... Non mais si... C'est pas la seule qui reçoit une subvention qui est citée ou qui est visée en tout cas. Si elle a été citée, c'est que la gestion de cette subvention reste à interroger. C'est cela Ça c'est un volet, Emmanuel. Et si vous me permettez. Il y a beaucoup d'institutions qui ne sont pas... Je vais juste ajouter quelque chose. Allez-y rapidement. Non seulement ça peut être pour le fait qu'ils n'ont pas bien géré les subventions qui leur sont allouées, et les subventions qui ne venaient pas régulièrement, il faut le rappeler, à leur décharge, mais ça peut aussi être qu'ils soient sur un dossier de détournement eux-mêmes et qu'ils aient été corrompus par ceux qui ont été l'objet de des enquêtes qu'ils ont menées. On va vous laisser continuer, Emmanuel. Quoi qu'il en soit, le simple fait que l'ANLC se retrouve dans une situation de ce genre, c'est décevant, ça fait peur. L'autre chose, c'est quoi? La CRIEF, elle me rappelle un peu... Là, vous avez dit que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Mohamed Kaba. Oui. Non, mais Kaba ne peut pas dire que c'est une institution qui ne fera rien. On est dans un pays où tout a sombré à cause de la corruption. Lorsque vous citez l'inspection générale d'État, mais l'inspection générale d'État existait. Et en plus, c'est une institution qui va peut-être faire un travail administratif, ce n'est pas un tribunal. Il faut un tribunal pour juger ce que l'inspection d'État va constater. Mais au fond, regardez un peu l'administration guinéenne après Kassori, ou à partir de Kassori. Le premier cheval de bataille qu'il nous a monté, sur lequel il est monté, c'est celui de la lutte contre la corruption. Le monsieur Paul Moussa Diawara en a payé les frais. L'autre directeur général de l'OGC à l'époque en avait aussi payé. Non, je considère qu'ils en ont payé les frais tout simplement parce qu'ils ont mis dans ce cadre-là. Mais au même moment, dans son administration, quand ils ont quitté, qu'est-ce qu'on découvre? Des directeurs administratifs et financiers, parmi lesquels des 518, se retrouvent avec 15 milliards dans leur compte. Des gens qui n'ont pas fait plus de 3 ans à leur poste se retrouvent avec 15 milliards dans des comptes de particuliers. Ça aussi, ça donne froid dans le dos. Mais j'ai envie quand même aussi de relever un fait, c'est quoi? C'est qu'il y a une coïncidence entre l'installation de cette CRIEF et la sortie hier du procureur général. Est-ce que ça a été programmé ainsi, qu'on finisse juste d'installer la CRIEF et que derrière, M. Charles Wright vienne faire ses déballages avec tous les dossiers qu'il a sous la main pour dire peut-être que le travail va commencer dès demain. Là-dessus, il y a quand même un aspect que moi je voudrais bien souligner. L'interrogation que je me pose, c'est à qui va incomber, parce que ce n'est pas encore clair, la charge d'apporter la preuve du détournement ou pas. Parce qu'il y a il y a 2 aspects peut-être sur lesquels on va surfer. C'est quoi? Vous êtes accusé de détournement, ou on a trouvé dans votre compte, comme c'est le cas de Joma, parce que c'est cela dont il s'agit. On n'a pas dit si c'est un détournement ou pas. On a dit qu'on a trouvé tel montant dans son compte. Plus de 180 milliards. Oui. Est-ce qu'on va appeler Joma pour lui dire venez justifier cet argent, ou bien on va faire des enquêtes pour dire voilà la preuve que cet argent n'est pas licite? Qui va apporter la preuve du détournement? Ça, c'est une question que je me pose. Si on la met à la charge de ceux qui ont détourné, je me demande finalement, est-ce que ce sera un procès qui sera équilibré? Non, en droit à la charge de la preuve, comme au demandeur. Ça veut dire, si c'est la CRIEF qui... Moi, je me pose la question. Pourquoi? Parce que cette CRIEF, justement, et je vais terminer par ça, elle m'inspire la CREI.
la Cour de répression de l'enrichissement illicite au Sénégal, qui a d'ailleurs, on va dire, mis une parenthèse à la carrière politique de Karim Wade à un moment où il était pratiquement complètement lancé. Et là-bas, justement... Khalifa Sall, le maire. Khalifa Sall, le puissant maire de Dakar, c'était la même chose. Et là-bas, justement, la preuve de la charge incombait à la personne poursuivie. C'est-à-dire, M. Karim Wade, vous avez 75 milliards de francs CFA dans votre compte. Venez nous dire comment c'est arrivé, où vous avez trouvé cet argent. Oui, et excuse-moi, c'est le principe en matière d'enrichissement illicite. Lorsque vous avez autant d'argent que votre salaire, votre traitement ne peut pas vous permettre. Sauf que là, il y a une différence. Donc, si vous êtes poursuivi pour enrichissement illicite, vous devez expliquer comment avez-vous une telle fortune. La petite différence que je voudrais ressortir, c'est quoi? Vous prenez le cas sénégalais, je reste là-dessus, Karim Wade, c'est un homme politique, c'était un ministre, évidemment, quand il est riche à ce point, on se pose des questions. Mais là, on n'a pas cité hier M. Kabine Silla, personnellement, on a cité le groupe Dioma. Et le groupe Dioma, c'est quand même une société avec beaucoup de filiales qui mènent beaucoup d'activités. Est-ce qu'on va demander à une entreprise de venir justifier l'argent qu'elle a dans son compte, ou alors il incombera au procureur général et à ses procureurs des tribunaux de mener les enquêtes pour pouvoir justifier par A plus B monsieur Kabine Silla, voilà ce que nous vous reprochons, voilà la preuve que les 185 milliards que vous avez dans votre compte ne vous appartiennent pas ou ne sont pas licites. Là-dessus, je pense que la CREI doit apporter un éclaircissement. La CREI, merci beaucoup, doit apporter un éclaircissement parce que c'est un aspect très important de la procédure. Il ne faut pas que, à mon avis, si on met la preuve de la charge de la preuve sur le poursuivi, ça risque d'être un procès qui n'est pas équilibré. Ibrahim Souri, Lincoln Souma. De ce côté, Emma n'a pas à s'inquiéter. Ces dossiers n'ont pas pratiquement commencé aujourd'hui. Il y a eu quand même des institutions qui ont travaillé dans ce pays. Il y a la Cour, comment on appelle, la Cour des comptes qui a travaillé. Il y a d'autres inspections d'État qui, depuis très longtemps, travaillent sur beaucoup de dossiers. C'est des dossiers qui n'aboutissaient pas parce que pratiquement il y avait une protection haute au niveau du pays. Je parlais de la présidence. Vous savez, qu'est-ce qui nous a amené à tout ça? C'est parce que les anciennes autorités ont refusé de mettre en place la haute cour de justice, ce qui était une impunité garantie au haut sommet de l'État. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, qui était adossée à la présidence, et c'est à la présidence que la plupart des marchés et autres magouilles pratiquement se faisaient et étaient également protégés. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que Mohamed Kaba se trompe quelque part. Par rapport à la CRIEF, Mohamed, la composition, tout ce qu'on reprochait au départ, on disait qu'il y avait beaucoup de magistrats qui n'étaient pas spécialistes des questions de crimes économiques et financiers. Mais moralement parlant, la plupart de ces magistrats, quand même, répondent aux critères d'être sélectionnés. Vous parlez peut-être des anciens magistrats, mais vous savez que dans cette cour, il y a un certain Mohamed Diawara que vous connaissez. Il y a Mohamed Lamine Souma, il y a Mohamed Lamine Diallo, il y a Ali Touré, Koulemou. Mohamed Lamine Diallo. Non, Mohamed Lamine Souma, j'allais dire, je m'excuse. Koulemou, peut-être qu'il est plus dans comment on appelle, dans l'OAPI, mais tout le monde reconnaît que c'est des magistrats de valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manquait à la Guinée? C'était de mettre les moyens à la disposition des institutions et surtout la volonté politique. Moi, j'ai échangé avec un magistrat. Il a dit, mais dis donc, est-ce que vous n'amusez pas la galerie à travers la CRIEF? Il a rencontré le président. Il dit, tout ce que je peux te dire, ce président que j'ai rencontré, il n'est pour et contre personne. Il a une volonté, en tout cas, de poser des actes. On n'a reçu aucune instruction. La seule que nous avons reçue, c'est de travailler pour protéger les intérêts de la Guinée, parce qu'il dit qu'il n'a aucun protégé. Ça m'a rassuré. Et aujourd'hui, vous savez, il y a une myriade de dossiers où peut-être de poursuites, on parle de tellement de... Talibé a cité quelques... on va revenir sur les dossiers. Rapidement, quelques dossiers, en dépit peut-être de ce que Talibé a dit. Mais il faut rappeler également qu'il y a le détournement des prêts souscrits aux garanties par l'État. C'est très important. Il y a les infractions relatives à la direction, l'administration et le contrôle des établissements publics administratifs et établissements. Voilà. Mais il y a aussi les infractions au contrôle des changes, le blanchiment des capitaux et autres infractions assimilées. Donc, pratiquement, c'est comme si on est en train de vouloir récupérer
tout ce que la Guinée a perdu pendant près de 24 ans, 25 ans ou pratiquement 30 ans. C'est peu soit-il, les fonds qui vont être récupérés pourront servir quand même ce pays. C'est quand même paradoxal que la Guinée soit riche et que les Guinéens soient extrêmement pauvres. Un pays même où la capitale n'a pas de courant, n'a pas d'eau. Pendant ce temps, il y a des citoyens qui sont plus riches que certains départements ministériels. Oui, mais c'est que vous oubliez. Il faut respecter le principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Oui. On est en train de jeter ces personnes aujourd'hui en pâture. Ils sont présumés innocents. Mais aujourd'hui, on est en train de les jeter en pâture. La forme n'y est pas. Pourquoi ces banques primaires ont-elles accepté de tels montants sur les comptes des particuliers? Vous parlez du laxisme de ces banques, de la complaisance de ces banques et de la corruption de ces banques. Parce que ces banques primaires ont un seuil pour recevoir de l'argent. Mais ces banques primaires n'ont pas respecté le seuil. Là-bas, ça pose problème. Mohamed, il n'y a aucune protection à la matière. La corruption a été parrainée par les régimes dans ce pays. Si quelqu'un vous mettez au pluriel, enfin, pour une fois. Non, je reconnais que c'est pas seulement au temps de Alpha Condé que la corruption a commencé. Mais elle s'est aggravée, elle s'est empirée sous Alpha Condé, c'est clair. Ce sont les régimes qui protégeaient ici des citoyens. Ça, vous le savez. Si aujourd'hui, la bonne volonté, en tout cas, est venue de protéger l'intérêt des Guinéens, il faut applaudir. Aujourd'hui, on doit faire de sorte que cette cour, c'est que le pouvoir a apporté, que cette cour puisse, en tout cas, atteindre l'objectif qui lui est assigné. Mais l'initiative en elle-même, elle n'est pas du tout mauvaise. Mohamed, tu ne mérites pas d'être pauvre. Pendant ce temps, il y a des gens vraiment qui ne valent pas mieux que toi en termes de formation, qui sont des multimilliardaires. Chacun a son destin. Non, c'est pas le destin. Chacun a son destin. Non, il y a destin, il y a festin. Hein. Non, il y a destin. C'est leur destin. Akoumba Diallo, Akoumba, qu'est-ce qu'on peut reprocher à la CRIEF et à ses membres? Quels reproches selon vous? S'il y en a. Je ne reprocherai pas à un sculpteur des défauts de l'art qu'il n'a pas réalisé. Je pense que la CRIEF vient d'être installée. Suivons-la et évaluons-la au fur et à mesure. Et rappelons-la s'il y avait des manquements de valeur que nous aurions dû constater dans l'exercice de cette surveillance journalistique. Mais on peut s'arrêter, on peut faire un arrêt sur les différents discours prononcés hier. Pourquoi vouloir rassurer et convaincre l'opinion par des discours, puisque vous dites justement il faut attendre de voir des résultats avant justement d'apprécier le travail de cette CRIEF? J'aborde votre question sous trois angles. Allez-y. Premièrement, monsieur le procureur général a signé, si vous voulez, une lettre de dénonciation et instruction aux fins des poursuites judiciaires adressée premièrement au procureur de la République relevant de sa compétence territoriale, c'est-à-dire la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée. Donc, ensuite, cette même lettre est adressée à monsieur le procureur spécial près la CRIEF, qui est la cour, si vous voulez, de répression des infractions économiques et financières. Dans une première analyse, je m'étais dit que monsieur le procureur général donnait des injonctions à monsieur le procureur spécial. Mais au fur et à mesure que je prenais des contacts la nuit, j'ai changé légèrement d'opinion. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que monsieur le procureur général qui a, si vous voulez, les procureurs de la République, et les procureurs, et les agents de police judiciaire, a transmis les dossiers qui étaient pendants devant les juridictions relevant de sa compétence territoriale. Mais il se trouve que monsieur le procureur spécial près la CRIEF a une compétence nationale. C'est-à-dire que lui, il couvre l'ensemble du pays sur les questions relevant de ses compétences. Alors, j'avais une petite confusion, bien que je ne sois pas un parfait juriste, j'avais cette petite confusion, mais finalement, j'ai pu la lever. Monsieur le procureur général a transmis des dossiers relevant du comité d'audit des secteurs stratégiques sous la transition de 2010, des dossiers qui ont été élaborés par l'inspection générale d'État. Et là, je voudrais dire, parce que j'ai entendu le propos, dire que l'inspection générale d'État n'est pas une autorité de sanction.
c'est une autorité de constat. L'autorité juridique des sanctions, ce sont les cours et les tribunaux. Alors, il a transmis également des dossiers qui ont été constatés et élaborés sous les premiers mois du régime du colonel Mamadi Doumbouya. Mais au fait, ce sont des dossiers qui lui ont été transmis pour la plupart par l'agent judiciaire de l'État. Et c'est cet agent judiciaire de l'État qui lui a saisi. Maintenant qu'il est question de mettre en place, d'installer les membres de la Cour de répression des infractions économiques et financières, il faut que monsieur le procureur général près la Cour d'appel transmette ces dossiers à l'autorité juridique compétente de le connaître. Mais il instruit aussi au procureur, c'est ma compréhension, de se mettre à la disposition de la CRIEF pour bien mener sa mission. Parce que le service judiciaire ne doit pas s'arrêter. Voilà comment est-ce que j'interprète la lettre de dénonciation et d'instruction adressée au procureur de la République et à monsieur le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. C'est mon premier propos. Le deuxième propos, j'ai été surpris, je ne sais pas si c'est le moment de l'aborder. J'avais pensé à l'Agence nationale de la lutte contre la corruption et M. Mamadou Wouri. J'étais extrêmement surpris pour deux dossiers. Celui concernant... On va revenir sur les dossiers Charles White, si vous permettez. Oui, allez-y. Alors, Talib Bahary, en clair, que peut-on retenir de cette cérémonie d'installation de la CRIEF? Non, cette cérémonie, c'était un peu, en quelque sorte, le baptême du feu de la CRIEF, dont on sait que beaucoup de responsabilités reposent sur ces 19 membres, parce que devant s'attaquer à un monstre hideux, à l'hydre de la corruption qui a donc gangréné l'évolution et le développement de ce pays. Donc aujourd'hui, les interrogations, bien évidemment, les magistrats, ils en sont conscients parce que dans leurs différents discours, donc le président de la CRIEF et le procureur spécial, ils ont relevé ces aspects. Et parce que quand le président demande à chacun tous de faire preuve de persévérance, d'audace, de courage, mais aussi de loyauté, c'est parce que justement, jamais, dans le domaine de la justice, une institution n'a soulevé autant d'espoir que la CRIEF. Vous vous rappelez, on s'est battu des années, des décennies pour qu'il y ait la haute cour de justice. Oui. L'une des questions, l'une des pommes de discorde qui est restée vous répondez directement à Mohamed dans les revendications de l'opposition ici, vous vous rappelez, c'était justement la mise en place de cette haute cour de justice qui avait compétence pour connaître des faits reprochés au ministre et même au président de la République en cas de haute trahison. Et donc, finalement, c'est cette CRIEF qui devient le creuset et qui reçoit tous ces dossiers de corruption. Donc aujourd'hui, il faut voir en cette cérémonie et dans ces discours une sorte d'engagement de ces magistrats vis-à-vis du peuple de Guinée, vis-à-vis du président de la transition. Parce qu'en termes de compromission dont a parlé le président de la Cour, cette compromission, elle pourrait être d'aventure du fait de l'exécutif même. Parce que cette compromission, c'est par exemple si jamais on devait manipuler, actionner cette cour à des fins politiques, pour par exemple écarter des acteurs politiques encombrants ou peut-être régler des comptes personnels d'acteurs de la transition, des hautes autorités de la transition contre d'autres citoyens. Donc cette CRIEF, elle soulève des espoirs, mais elle sera observée, elle sera suivie de sorte que elle ne passe pas à côté et que les décisions qu'elle va prendre soient des décisions qui reposent sur des faits matériels, avec des débats contradictoires, avec la possibilité qu'on donne aux personnes incriminées de se défendre s'il le faut et de pouvoir, pourquoi pas, être libérées lorsque la preuve de leur culpabilité n'est pas apportée. Donc, vivement cette CRIEF, on a posé la question dans l'introduction, on a dit
Seulement à quand l'opérationnalisation? L'installation, c'est une chose. À quand l'opérationnalisation? L'opérationnalisation, c'est par exemple l'instruction des différents dossiers. Et peut-être combien de mois devrait-on attendre encore pour que cette CRIEF ouvre ses premières audiences? Parce que, certes, le procureur Charles White a annoncé un certain nombre de dossiers à transmettre à cette cour, mais cette cour devra à son niveau, à travers ses magistrats, faire son travail de limier, enquêter, recouper et pour voir justement si tout est au point avant d'ouvrir des procès contre un tel ou un tel. Donc cette cour, monsieur de la cour, les 19, je veux dire, comme je dis, les 19 monsieur anticorruption, il vous revient d'apporter la preuve que vous méritez l'espoir et l'espérance placés en vous par les Guinéens. Ont-ils prêté serment? Moi, j'ai pas vu ça à la télé. Oui, justement, c'est des questions. Moi, je me suis posé cette question. Parce qu'ils n'ont pas prêté serment encore. Je me suis posé cette question. Peut-être que cette question trouve sa réponse dans les dispositions. Le décret qui a créé donc la CRIEF. Certains se demandent est-ce que cette CRIEF devait prêter, les membres de cette CRIEF devaient prêter serment, ou l'ont-ils fait en catimini devant le colonel? Parce que vous savez, Ousmane Gawad nous a dit ici que même les membres du gouvernement individuellement sous les lambris du palais ont prêté serment de servir le pays avec loyauté. Est-ce que ce serment en catimini face au colonel remplace le serment public comme le colonel lui-même l'a fait lors de son investiture et comme d'autres magistrats le font au niveau de la cour. On peut comprendre que les magistrats sont déjà sous serment, hein? Un magistrat. Oui, ils sont assermentés, mais c'est une nouvelle structure. Mais ils sont assermentés au niveau par exemple de la cour des comptes. Il y a eu ceux qui travaillent là, parmi lesquels il y a des magistrats, ont prêté serment. Donc, être sous le serment du magistrat et être à nouveau engagé par un serment de servir avec rectitude et loyauté cette institution, peut-être que ça n'aurait pas fait trop de serment en soi, mais on attend encore de voir ce que ce dont est capable cette CRIEF. Alors une précision, rapidement. J'apprends que les magistrats prêtent serment une seule fois, donc ils sont déjà sous serment, donc ce n'est pas la peine de prêter autre serment. Si ce serment n'a pas été violé, ça veut passer. C'est l'information que je dis. Si ce serment n'a pas été violé, je vous dis, moi je réagis en profane. Je dis que j'aurais bien voulu voir ces magistrats prêter serment de servir et de ne se servir de rien contre personne et de servir rien que la justice, rien que la Guinée. Je reste avec vous. La CRIEF trouverait-elle en nous un allié, un soutien entre griffes? Je vais parler de Mirador, alors qui au quotidien cherche à savoir comment 1 franc du contribuable guinéen est dépensé. Et je pose la question au directeur de la radio. Non, bien évidemment. Oui. Nous tentons chaque jour ici de lever des lièvres par rapport au phénomène de corruption, par rapport au phénomène de détournement de deniers publics, que ce soit Mirador ou d'autres émissions ou d'autres médias. Dans d'autres pays, d'ailleurs, on le sait, lorsque la presse évoque des dossiers de soupçons de détournement de deniers publics, le procureur se met directement en mouvement. Il déclenche l'action publique. Il déclenche l'action publique. Oui. Il met directement l'action publique en mouvement parce que, justement, la presse fait partie des sources d'informations, des sources qui alertent la justice sur des cas de malversation. On en vient au dossier Charles White. Vous voulez dire quelque chose avant? Oui, parce que j'avais Akumba, oui. Avec votre permission, monsieur Barry, j'avais promis d'analyser le problème sous 3 angles. J'avais évoqué le premier. Le deuxième, il reste un troisième. Le deuxième, on va... Le deuxième, si vous permettez, je pense, sur la base des discussions et des échanges que j'ai eus avec des sources concernées, la CRIEF ne peut pas fonctionner actuellement. En tout cas, du point de vue judiciaire. Peut-être qu'administrativement, elle va fonctionner, mais imaginez-vous qu'il n'y a pas, à notre connaissance, des greffiers nommés au niveau de la CRIEF. Oui. Et il n'y a pas d'audience, à ce que je sache,
sans greffier. Donc c'est le deuxième angle que je voulais aborder en ce qui concerne cette CRIEF. Le troisième angle que je voulais aborder, c'est qu'effectivement, sous réserve que le code administratif, économique et financier me donne plus de précisions et plus de maîtrise sur la question, effectivement, c'est celui qui est accusé qui devra apporter qu'il mérite la fortune qui a été trouvée sur lui. Oui, en matière d'enrichissement illicite. Je pense que c'est comme tel. Et sur cet aspect-là, moi, si j'étais par exemple de l'Agence de lutte contre la corruption ou de la CENTIF, vous savez ce que j'allais faire? Non. J'allais contacter tout simplement le service des cadastres au niveau du ministère de l'Habitat dans un premier temps. J'ai choisi au pif les immeubles. Et je t'invite à justifier ton immeuble, la valeur de ton immeuble, comment tu l'as acquis, parce que le processus d'accumulation de la richesse, il est assez simple à retracer. Akumba qui vient d'un village qui fait moins de 4 cases, qui se retrouve avec des immeubles à 7 à 10 étages dans tous les quartiers IP de Conakry, mais c'est aussi simple. Alors que tu n'es qu'un simple fonctionnaire. Oui, il est aussi simple de constater que Akumba est fils d'un paysan qui est incapable de se faire... Oui, mais vous pouvez avoir d'autres activités. Mais puisque vous dites que c'est très facile... Ces autres activités-là aussi sont réglementées pour les personnalités politiquement exposées. Je suis d'accord avec vous. Et c'est dans ce cas que beaucoup auront, par exemple, des difficultés à justifier leur richesse. Parce qu'il faut voir qui est le bénéficiaire légal et qui est le bénéficiaire au final. Akumba Diallo qui va dans quelques minutes se prononcer sur les dossiers annoncés par le procureur général après la cour d'appel de Conakry. Mais en attendant, on va lire ces quelques messages des guetteurs qui suivent cette émission sur les différentes plateformes. Lansana Iba Kamara, bonjour, Fim, respect à toi. Moka Mohamed Kaba, je me sens à l'aise en t'écoutant et le robinet est ouvert. L'eau peut monter d'une minute à l'autre, surtout le cas Air Guinée et nos rails signés. Lansana Iba Kamara. Young Boobs, bonjour Mirador, quand il y a un pouvoir avec un président mal élu, il devient corrompu avec un couloir de laisser-aller total pour asseoir son régime. Et puis Bouhere Batouré qui écrit lui en Guinée, un président civil ne peut pas poursuivre les voleurs car la plupart de ceux qui sont à la tête de l'opposition guinéenne se sont enrichis au dos de cette population, et c'est pourquoi le CNRD est dans son plein droit à travers la CRIEF de poursuivre ces auteurs, mais présumé on va dire. Mais si le CNRD sait bien qu'il est crédible dans ces démarches, merci et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Ibrahim Adalin Diallo, la question que je n'arrête pas à me poser, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la transition du CNDD et celle du CNRD, comme la transition du CNDD a échoué? Qu'est-ce qui bon, je comprends pas. Rachat, les banques doivent être attaquées, doivent être attaquées en justice pour complicité si la justice veut aller loin. Et Koulibaly, le démocrate, qui nous envoie ce message. Bonjour Mirador, en matière de crimes économiques et financiers, le droit prévoit que c'est l'accusé qui doit apporter les sources et c'est bien présumé illicite, d'où la création de sociétés écrans par les grands criminels économiques. Enfin, Excellence Konaté, bonjour Zakaria, pour cette affaire de CRIEF, que ça ne soit pas la chasse aux sorcières, il faut une justice véritablement indépendante et impartiale pour traquer tous les criminels économique. On en vient, si vous permettez, messieurs, au dossier annoncé par... je voulais juste répondre un peu ou satisfaire les besoins de mon ami Akumba. J'apprends que la nomination des greffiers est imminente. C'est déjà en téléchargement. Et en dépit de cela, les premiers dossiers seront reçus par la CRIEF dès lundi. Mais on m'apprend également qu'au parquet, l'intervention du greffier n'est pas obligatoire et que ce sont des... comment on appelle
seuls les juges d'instruction et les juges de fond en ont besoin. Mais qu'à cela ne tienne, leur nomination est en téléchargement et il faut insister que les premiers dossiers vont tomber dès ce lundi. Peut-être, Oui. il y a un auditeur qui a posé la question sur les banques. Vous savez que quand vous prenez une institution comme la CENTIF, la cellule nationale de traitement des infractions financières, les dispositions de cette cellule imposent aux banques d'informer cette cellule de tout mouvement suspect, de tout dépôt suspect sur les différents comptes de particuliers, parce que justement, la CENTIF est chargée de traquer et de tracer les mouvements financiers qui sont considérés comme du blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'il pourrait servir au blanchiment d'argent, parce que vous savez, le blanchiment d'argent consiste donc à dissimuler des fonds qui ont une origine douteuse et donc de les utiliser pour les blanchir à des fins autres, par exemple par la construction dans l'immobilier, comme on le voit, comme Akumba le disait. Donc ces banques ont l'obligation de coopérer avec la justice, de coopérer avec des organes comme la CENTIF lorsque justement il y a des soupçons d'enrichissement illicite à des fins de blanchiment d'argent ou et même de financement du terrorisme. Donc il faut rappeler cette disposition. Voilà pour Skill. Oui, Emmanuel, rapidement, en 10 secondes. Oui, mais c'est pas sur le même sujet, avant qu'on change de sujet, parce qu'on avait évoqué ça au début de l'émission, le cas malien. Akumba justement qui se posait la question, enfin qui disait que la CEDEAO était, l'Union africaine était sur le point d'emboîter le pas. Il y a Jean-Claude Kassibourou qui l'a annoncé finalement. L'Union africaine a entériné les décisions de la CEDEAO concernant les sanctions contre le Mali. Bien. Donc peut-être que l'Union africaine pourrait aussi fermer ses frontières bientôt. Bien. Voilà, voilà pour ce qu'il fallait retenir de ce sujet sur la CRIEF. Monsieur, on en vient au dossier Charles Rouette. Vous savez, 15 dossiers de détournement de deniers publics ciblés et 16 autres d'audits instruits par le procureur général près la cour d'appel de Conakry qui a, je le disais, instruit ce vendredi 21 janvier 2022 les procureurs de la République près le tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel de Conakry et le procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et financières d'engager une poursuite judiciaire dans 15 dossiers de détournement de deniers publics au sein des régies financières de l'État. Ces faits viennent s'ajouter à 6 autres procédures pendantes devant les tribunaux de première instance, notamment le dossier de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le dossier du port autonome de Conakry, la haute autorité de la communication et l'Institut de recherche agronomique de Guinée, entre autres. Et maintenant, on va vous écouter. Akumba, vous avez souhaité intervenir sur l'un des dossiers annoncés par le procureur Charles Rouette. Oui, d'abord, je marque mon étonnement d'avoir entendu le nom de l'Agence nationale de lutte contre la corruption sur la liste des structures de l'État incriminées. Évidemment, vous comprendrez que je raconte un peu mon expérience de collaboration avec le directeur ou en tout cas le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, M. Silla, avec lequel je travaille à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et vous allez comprendre pourquoi je suis étonné. Parce que pour moi, voici un monsieur qui travaille de manière bénévole. Pour moi, il y avait absolument rien dans cette agence comme ressources financières pour qu'il puisse fonctionner. Et je vous dis que c'est quelqu'un pour lequel j'affichais une très grande pitié, parce que pour moi, il n'y avait rien. Je comprends si cette accusation était fondée, que je me suis mis le doigt dans l'œil. Maintenant, parlons de Dioma. Vous savez que... Avant Dioma, il y a bien d'autres dossiers Talibé Barry. Oui, Akumba, vous allez accepter qu'on égrène au moins les dossiers actuels, c'est-à-dire relevant de la gouvernance
et sous le Oui, CNRD. en fait, je voulais prendre 3 petits dossiers. C'est Oui, le non, cas, moi, c'est le je- cas Air Guinée, le cas des rails, le cas Dioma et j'en passe. On pourrait même prendre d'autres sujets. Mais je vous laisse On je parlera laisse la du parole. cas Joma Talibé Bari. Voilà, les dossiers Sous actuels, Alpha Condé. sous Alpha Condé. Il y a le dossier du fonds d'appui à la promotion du gaz butane. Il y a le dossier de l'administration et contrôle des grands projets. Donc, il y a troisième dossier de l'office de la poste guinéenne OGP. Il y a le dossier du Fonds national d'urbanisme et de l'habitat. Le dossier 5, le dossier concernant le bureau guinéen de droit d'auteur. Il y a le dossier concernant l'Office national du tourisme ONT. Oui. Il y a le dossier portant sur l'Institut national d'assurance maladie obligatoire INAMO. Il y a le dossier Bureau national d'expertise des diamants, or et autres matières précieuses. Il y a le dossier de l'Agence nationale de promotion rurale et du Conseil agricole à ANPROCA. Il y a aussi le dossier portant sur le centre de formation judiciaire CFJ. Il y a le dossier Office national de promotion de l'artisanat. Il y a le dossier 12, le dossier Agence nationale de lutte contre la corruption ANC. Il y a 13, le dossier Fonds d'investissement minier. 14, le projet d'interconnexion électrique 225 kV Guinée-Mali. Il y a 15, le dossier Office guinéen de publicité. Ajoutez à ces dossiers, justement, les dossiers déjà transmis à la justice et qui concernent la période CNRD. Donc, c'est le dossier de la HAC, par exemple. C'est également le dossier ANSS. On parle du dossier hôpital, donc du dossier hôpital Ignace Dine. Donc, ce sont ces affaires-là que le procureur près la cour d'appel, le procureur général près la cour d'appel de Conakry, c'est sur ces dossiers que le procureur annonce des poursuites judiciaires. Il faut rappeler qu'il est reproché à toutes ces structures des faits de détournement. Des faits de détournement de deniers publics au sein, donc, entre autres, des régies financières. Et donc, ce sont tous ces dossiers-là qui relèvent de la période Alpha Condé, pour le moment. Début CNRD. Et début CNRD, Oui. qui sait si d'autres dossiers sont sous le tapis et pourraient faire donc l'objet d'annonces publiques et de transmission. Maintenant, Oui. peut-être que Mohamed Kaba Tout à fait. peut revenir pour nous sur les dossiers relevant de l'audit réalisé par l'équipe de Ousmane Kaba. Oui, bien avant Lincoln, est-ce que ces dossiers vous surprennent? Non, pas du tout, hein, pas du tout. D'ailleurs, il y a d'autres qui devraient être sur la liste qu'on n'a pas vu, certainement, qui sont en train de travailler. Vous savez, ces derniers temps, tous les Guinéens sont quand même unanimes qu'il y a eu la mauvaise gestion. Et les entités citées, ça ne surprend pas du tout. On est seulement surpris du fait de ne pas entendre d'autres entités où l'argent serait beaucoup plus pompé. Alors aujourd'hui, si quand même on a la lumière dans la gestion de ces entités, je crois que ça ne peut que réjouir pratiquement tous les Guinéens et aucunement ça ne surprend personne. Voilà. Mamadou Diallo, Non, en fait- plusieurs dossiers sous Alpha Condé épinglés. Non, que ce soit le régime Enfin, d'Alpha ou plusieurs de- structures, je vais dire. Oui, J'allais dire. que ce soit le régime d'Alpha ou de Lansana Conté ou encore même de Mamadi Doumbouya, aucun dossier d'audit ne doit surprendre parce qu'en fait, toute gestion publique doit être auditée. Parce que l'audit doit nous permettre de savoir que la gestion a été bonne ou mauvaise. Ben, si elle a été mauvaise, on doit en savoir les auteurs. On doit en connaître l'ampleur même de la, si vous voulez, de la corruption ou du détournement de deniers publics pour que les auteurs soient sanctionnés et que pédagogiquement cela pourrait dissuader des candidats à la commission des mêmes forfaitures. Et c'est ce que le procureur a dit hier et c'est cela l'idéal. Donc bref, ça ne doit pas étonner. Ce qui malheureusement choque, c'est que depuis toutes ces années, la machine ne fonctionnait pas. Parce que des gens viennent à des postes, ils gèrent, ils quittent, on ne les audite pas, ou soit il y a des audits et on ne laisse pas que
justement ces gens soient épinglés ou qu'ils viennent s'expliquer. Donc une sorte d'immunité qui leur a été assurée durant les régimes. Il en a été sous Lansana Conté, il en a certainement été sous Alpha Condé. Et donc ces dossiers-là permettront justement de savoir effectivement qui a géré très bien et qui n'a pas bien géré. Et puis après nous serons édifiés. Maintenant, il ne faudrait juste pas que les gens se délectent de leur fantasme de voir Paul ou Pierre en prison, alors que le processus n'est pas arrivé à son terme, que ce soit pour les dossiers que Talibé vient de citer, ou que ce soit les dossiers que Mohamed Kaba va citer tout à l'heure, où on parle de Erguiné, où on parle de je ne sais pas quoi. Je sens certains déjà dans leur fantasme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir tel ou tel, si vous voulez, emprisonné ou arrêté. Mais les gens auront à se défendre, ils auront à apporter les preuves de leur innocence. Regardons tout ça et puis on verra l'aboutissement. Mohamed Kaba, on constate quand même que ces audits démarrent par la gouvernance d'Alpha Condé. Pour vous, on aurait pu pousser un peu plus loin ou non? Non, il faut un début à chaque chose, c'est tout à fait normal. Ce ne sont pas des personnes qu'on audite, ce sont des dossiers. C'est-à-dire, lorsque vous gérez un département, un ministère, vous devez être capable de nous dire s'il y a eu des présumés détournements ou pas, ou si vous avez bien géré la chose publique. Moi, je ne voudrais pas que les gens s'alarment par rapport à cette question d'audit. Je ne sens pas un règlement de compte, je ne sens pas une haine, je ne sens pas une chasse aux sorcières. Je voudrais que chacun essaie de se justifier. Ça rentre dans le cadre de la moralisation de la chose publique. Cela peut éviter à d'autres, comme le disait Ouri, d'autres candidats qui seraient tentés par le même exercice de freiner cette situation. Parce qu'on ne peut plus continuer à vivre dans la gabegie financière, dans la corruption, dans le laxisme, dans la complaisance. Il faut bien gérer la chose publique. Et s'il y a quelque chose qui a caractérisé la gouvernance Alpha Condé, c'est évidemment l'impunité. Parce qu'il a laissé les choses aller à son propre gré, à son entourage était plus puissant que lui, chacun faisait ce qu'il voulait, les ministres se sont construits des immeubles ça et là, des maisons ont été achetées en Europe, et il est resté dans ça parce qu'il avait seulement que des calculs politiques, et aujourd'hui, le passé est en train de rattraper, et lui et sa gouvernance. Donc tu es d'accord que la CRIEF, c'est pas pour faire la chasse aux sorcières? Tu es d'accord, Mohamed Kaba? Ça va vous parler? Tu as parlé de la terre? Ah oui, je ne sais pas si ça va vous parler. Et il s'adresse à vous, Mohamed Kaba. Bien sûr. Vous savez, Oui. moi je suis objectif. Ah. Je mets le couteau dans la plaie. C'est-à-dire le mal qui a gangréné la gouvernance Alpha Condé, c'est de ça qu'on est en train de parler. Parce qu'il y a eu de l'impunité, évidemment. Chacun était protégé. Les marchés étaient de gré à gré, ça c'était connu de tous. Parce que j'insiste, il avait que des calculs politiques. Merci, et mon si ami. cette page est tournée, il faudrait vraiment que ceux qui prétendraient faire la même chose, que cela serve d'exemple pour eux. Parce qu'aujourd'hui, le colonel est dans cet esprit, nettoyer les écuries d'Oujas. Mais il y a un problème que les gens ignorent ou on fait semblant d'ignorer. En faisant cet exercice, c'est la transition qui prendra un coup. Au lieu que ça soit une transition d'une année ou 2 ans, croyez-moi, on ira jusqu'à 5 ans et personne ne pourra se plaindre. Non, parce qu'aujourd'hui, on acclame les audits, on veut que le colonel pose les bases. Et pour poser ces bases, il faut vraiment du temps. Et le temps qu'il faut aujourd'hui pour cette transition, croyez-moi, il faut 3 ou 4 ou 5 ans. Croyez-moi. Parce que pas du tout. Le chantier il est très long. C'est l'occasion de dire aux politiques de se calmer un peu, de vraiment se calmer, de faire profil bas, que le colonel fasse le travail que tous les Guinéens aspirent aujourd'hui. C'est-à-dire, parce qu'il faut un décollage. Vous parlez comme Kémy Séba, ça veut dire quoi que les politiques se calment? Qu'ils se ressaisissent. C'est-à-dire qu'on laisse le colonel nettoyer les équipes de jazz. Mais les politiques n'ont rien fait. Non, vous savez, après, les politiques vont mettre les bâtons dans les roues du colonel. Oui, mais si ça, c'est connu de tous. Leur objectif, c'est aujourd'hui aller aux élections dans la précipitation. Oui, mais s'il n'y a pas de balise, c'est normal que les politiques se fassent entendre, c'est normal. Oui, qu'ils se fassent entendre, mais ils ne doivent pas se faire entendre. Les politiques sont aujourd'hui membres du gouvernement, les politiques sont aujourd'hui directeurs des EPA. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème. Non, c'est un problème. C'est que les politiques participent à la gestion de la transition. Donc lorsque vous participez à la gestion de la transition, qu'on aille jusqu'au bout. C'est ça le problème. On ne peut pas laisser le colonel seul désormais, qu'il continue, qu'il fasse preuve de solidarité avec le colonel. Mamadou Diallo. Voilà, merci de me permettre justement de rappeler un débat qui fait rage un peu partout en ce moment depuis que les dossiers ont été évoqués. Parce que vous savez, il y a 2 catégories. Il y a des dossiers, ou même 3 catégories, du régime d'Alpha, du régime de Conté. Je vois des gens qui se demandent pourquoi ne pas commencer
par ceux du temps de Lansana Conté. Moi-même, je me pose la question. J'ai posé cette question tout à l'heure. On va revenir sur il y a- cette question, si on vous revient permettez, là-dessus. Il y a monsieur, Guinée, monsieur il y a le Diallo, chemin de fer, Futurelec, etc. On va revenir sur tous ces dossiers. Et c'est l'heure de la publicité. Derrière les infos, restez connectés. Mirador revient.